Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous disons merci au Seigneur notre Dieu. Nous magnifions le Créateur des cieux, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Nous rendons toute la gloire à ce Dieu merveilleux. Alhamdulillah, merci beaucoup. C'était juste une petite réflexion. Nous sommes dimanche 24 septembre 2022, exactement 14h15 temps universel, heure locale, ici à Bamako. Nous allons bien entendu développer ensemble, Inch'Allah, avec l'accompagnement du Dieu Tout-Puissant. Nous allons essayer, comme je le disais, nous allons développer ensemble deux grands discours. Nous allons, moi je vous en prie, Angoïba, allez-y. Allez-y. Angoïba, merci infiniment. Nous allons d'abord, avant de commencer à l'entame de mes propos, permettez-moi de bien calibrer, hein? Permettez-moi de bien calibrer, parce que j'ai l'impression qu'au niveau de, voilà, au niveau de YouTube, on n'est pas tout à fait plein dans le mille. Voilà, le calibrage n'est pas tout à fait, voilà, c'est bon. Alors, de quoi allons-nous parler? Tenez, les enfants là, dans leur petit salon, là, je leur dis de mettre un peu le volume bas. Partagez, je vous en prie. Partagez, je vous en prie. Je vous aide de parler doucement là. Voilà. Merci. Alors, partagez, s'il vous plaît. Ça fait partie des aléas du direct. Alors donc, faites monter au maximum le mercure. Je vous attends, j'attends que le mercure monte. Mais d'ici là, il y a une ravissante belle dame, une jeune dame, qui a voulu à sa façon dire merci à Fatoumata Batouli-Niane, qui lui a adressé un merveilleux poème. Et je vais vous faire écouter ce qu'elle a préparé pour la présidente d'Ambiko, Fatoumata Batouli-Niane. Et puis nous allons écouter le message de notre partenaire, le naturothérapeute Suleiman Sanogo, sur le produit d'AMSA, qui est une gamme très élargie de 15 produits, pour apporter le soulagement, la guérison à tous ceux qui ont des problèmes de santé. Nous allons décortiquer aujourd'hui, en ce dimanche 24 septembre 2023, deux grands discours du Liptako Gourma. L'Alliance des États du Sahel a fait entendre sa voix à travers... Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. C'est la dernière fois que je vais vous dire de vous taire ou de parler doucement. C'est la dernière fois. Ils exagèrent un peu, quoi. Ils s'amusent, ils sont en train de crier, on dirait, alors qu'ils sont dans une maison. Alors donc, comme je le disais,
Nous allons vous faire écouter 2 discours. Le premier, c'est celui d'Abdoulaye Diop. Nous allons le décortiquer. Le deuxième, c'est le discours de Burkina Faso à travers son ministre. Je voudrais, avant de commencer, vous savez, quand le ministre burkinabé parlait, je me suis retrouvé. Je dis, mais cet homme-là, ça c'est un Keïta Cheikh Oumar bis. J'ai dit, ça c'est un Cheikh Oumar Keïta bis, le ministre burkinabé. Mais vous savez, ce ministre-là, c'est pas, il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas d'hypocrisie. Vous savez, il a repris une expression que j'aime beaucoup, l'hypocrisie diplomatique. Pendant tout le temps que le ministre du Burkina Faso parlait, il disait soit la communauté dite internationale, comme je l'ai toujours dit. C'est-à-dire, dans chaque propos du ministre burkinabé, je me retrouvais. Dans chaque propos du Burkina Faso, je me retrouvais. Il n'est pas allé par la langue de bois. Il n'est pas allé par 4 chemins. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il allait droit, plein dans le mille. Il a envoyé son message au petit président minable, ridicule, qui a épousé sa propre grand-mère qui s'appelle la Macronie. Il a recadré Ouattara et saleté de Macky. Mais avant de commencer, pour vous permettre de bien vous installer et de partager, sans oublier que nous avons créé une nouvelle page, la page Le Grand Regard de Cheikh Oumar Keïta. Le Grand Regard de Cheikh Oumar Keïta, c'est la page que nous avons créée. Et le compte, c'est Keïta Cheikh. Donc, allez vous abonner à la page Le Grand Regard. Je dis bien Le Grand Regard de Cheikh Oumar Keïta. C'est la page que nous avons créée hier, que nous avons mis à votre disposition. Nous attendons que vous allez là-bas, vous inscrire, vous abonner massivement pour préparer des jours. Parce que quand ils vont nous attaquer ici, nous allons nous rabattre là-bas. Et quand nous allons nous rabattre là-bas, nous allons faire la diplomatie du faux fuyant pour que la page puisse rester active au cas où on va nous restreindre. C'est important. Partagez, je vous en prie. Faites monter le mercure. Partagez, partagez et faites monter le mercure. C'est important. Alors, je vais vous inviter maintenant à écouter cette charmante, ravissante jeune dame qui partage avec nous les mêmes visions panafricanistes et qui a épousé les idéaux de Fatoumata Batouli-Niang à travers le mouvement Ambiko. Et elle a décidé de rendre un vibrant hommage à Fatoumata Batouli-Niang et le mouvement Ambiko, à travers les œuvres sociales, à travers la générosité de cette femme qui est pleine d'amour, de bonté, d'attention, d'humilité, de considération, le respect pour l'autre, le respect pour le prochain. On va écouter cette jeune dame-là et puis on va continuer. Écoutez les mots qu'elle va utiliser. Hommage à Ambiko, de Bibiji Baïmouni. A comme amour, M comme mère, B comme bénédiction, I comme infini, K comme chaos, O comme offrande. Pour Dieu, tu es ce grand amour de mère, Fatoumata. Tu partages avec nous les bénédictions qui pleuvent sur ta vie à l'infini. Et pendant que certains œuvrent à te mettre KO, tu demeures une offrande à la gloire de Dieu. Nous te suivons, Ambiko. Voilà, c'était ce simple message de 45 secondes pour dire merci à Fatoumata Batouli-Niang à travers les œuvres sociales qu'elle réalise dans le Mali pour soutenir, pour aider, pour encourager
et pour nous permettre d'entrer dans le Mali croix avec de nouvelles perspectives, avec des bonnes dispositions d'esprit, avec un cœur léger, avec un esprit libéré de tout fardeau, parce que Dieu lui-même dit prenez plaisir à donner qu'à recevoir. Merci infiniment au mouvement Ambican qui continue et surtout de soutenir le peuple du Mali. Alors, merci beaucoup à notre ravissante Lise et à notre grande dame Fatmata Batuli. Comme Dieu sait faire les choses, deux grandes dames au cœur, unies pour la même cause, le bien-être social des prochains. Nous allons écouter le message poignant du ministre burkinabé. Pas en intégralité, mais il va planter le décor pour nous. Il n'y a pas de sujet aujourd'hui. C'est l'intervention de l'Eptako Gourmand à la tribune des Nations Unies à travers ses vaillants ministres, celui du Mali et du Burkina Faso. Nous avons la conviction, et c'est ce que je disais hier, c'est là que vous vous rendez compte si votre serviteur, votre humble serviteur que je suis, si je suis dans la révélation, si je suis dans la vérité. Pendant que j'étais en train de parler, le ministre Diop faisait son intervention. Je n'avais même pas eu l'idée de ce que le Burkina Faso avait dit. Je ne savais même pas qu'il allait avoir coordination d'action aux Nations Unies. Mais hier, je vous ai dit, si nous voulons réussir l'alliance des États du Sahel, nous devons coordonner nos actions. Et c'est cette coordination magnifique, sublime, c'est cette prouesse politique intelligente et intelligible qui s'est produite à la tribune des Nations Unies. Jamais depuis la création des Nations Unies, on a vu une telle prouesse. Jamais depuis la création des Nations Unies, on a vu une telle détermination, un tel engagement. Sékou Touré a toujours parlé au nom de la Guinée. Le capitaine Thomas Sankara a parlé au nom de Burkina Faso. Mais voir une telle réalité, trois États unis pour la même cause, pour défendre leur souveraineté, pour dire non à la France-Afrique, et encore fustiger de façon claire et nette. Thomas Sankara a parlé, c'est vrai qu'il était direct, mais par moments, il mettait un peu d'eau dans son Yamakuji, selon le dictateur ivoirien. Patrice Lumumba, il mettait un peu d'eau, même s'il était violent. Il essayait d'accommoder un peu. Kwame Nkrumah, c'était idem. Mais ici, les accusés, les manipulateurs, les conspirateurs, les détracteurs, les criminels économiques, les voleurs de nos ressources ont été nommément identifiés. Et ceux qui prêtaient main forte à cette bassesse morale, à cette bassesse sociologique, à cette bassesse historique, à cette condescence, à cette immoralité paternaliste, ils ont été identifiés, ils ont été nommément cités. Il s'agit de la France, il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de Macky Sall. Jamais en Afrique on a vu ça. Jamais dans le monde on l'a vu. Même au temps de Fidel Castro, on ne l'a pas vu. Même avec le grand révolutionnaire du côté du Venezuela, avant Maduros, on n'a pas vu ça. Mais mieux, je le dis, c'était nos chefs d'État eux-mêmes qui portaient leur message à la tribune des Nations Unies. Mais cette fois-ci, nos chefs d'État ont estimé que la tribune des Nations Unies n'était plus digne d'être fréquentée par nos présidents. Mais on envoie nos ministres, pas que nos ministres se sont rabaissés, pas du tout, ne n'interprétez pas en envers mes propos. Si vous dites non au Premier ministre du Niger, nous n'enverrons pas nos premiers ministres. Ça a été le premier message. C'est ce que j'avais dit dès le premier jour que les Nations Unies ont pris cette mauvaise attitude, cette mauvaise décision. Depuis les premiers jours, je l'ai dit.
Je dis, si le Niger ne part pas, alors que le Mali et le Burkina boycottent. Mais mieux, ils n'ont pas seulement envoyé des émissaires, mais ils ont mis le feu à la tribune des Nations Unies, à travers les différents ministres respectifs. Puisque le premier ministre du Niger ne va pas, alors aucun premier ministre n'ira. Ni celui du Mali, ni celui du Burkina. Voilà ce que nous attendons du Liptako Gourmand. Voilà ce qui fera la force de l'Alliance des États du Sahel. La convergence de décisions. La solidarité envers un État qui est attaqué injustement. Et ça, les médias mainstream, appelés France 24, piteuses, déconnectées, incapables, inconscientes avec une seule vision et narratif mensonger, celui de faire plaisir à la Macronie qui est désavouée dans son propre pays. Je vous invite à cette saine réflexion. Continuez de partager. N'oubliez pas que nous avons créé une nouvelle page, le grand regard de Cheikh Oumar Keïta. Vous pouvez vous abonner à cette page. En entrant dans mon compte, c'est Keïta Cheikh. C'est le nouveau compte que j'ai créé. Et la nouvelle page, c'est... Pour le moment, on ne fait pas de direct là-dessus. On vous laisse le temps d'aller vous abonner d'abord. Que tous ceux qui m'entendent aillent s'abonner. C'est un prélude à ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils sont en train de faire par rapport à cette page. Mais n'oubliez pas surtout de vous abonner ici d'abord. C'est ici le point de départ. Vous vous abonnez ici, ensuite vous allez vous abonner sur la page Le Grand Regard de Cheikh Oumar Keïta. Et vous allez faire des demandes d'amitié sur le compte Keïta Cheikh. Je l'ai créé hier pour que nous ayons plus de flexibilité, plus de moyens à notre disposition pour communiquer avec le monde, pour transmettre nos messages. Alors, jamais depuis la création de cette organisation, ce qui s'est passé ces dernières 72 heures ne s'est jamais produit. Ce qui s'est passé ces dernières 72 heures ne s'est jamais passé depuis la création des Nations Unies. Depuis la mise en place, avant c'était Organisation des Nations Unies, pour devenir ensuite les Nations Unies. Jamais l'Afrique n'avait parlé fort. Jamais l'Afrique n'avait cogné ainsi. Jamais l'Afrique n'avait osé lever la voix. Jamais l'Afrique n'avait désigné la France comme responsable du malheur de l'Afrique. Jamais on avait indexé un État comme un État qui sert de base arrière pour déstabiliser un autre État. On a entendu, on peut tout reprocher au colonel Mamadi Doumbouya, c'est légitime, mais au moins ayons le courage de reconnaître qu'il a été à la hauteur. C'est ce qui a justifié la grande mobilisation pour son accueil à Conakry. Nous avons regardé en direct, nous avons apprécié à sa juste valeur. Je dis bien, nous avons regardé et apprécié à sa juste valeur l'intervention qu'il a faite. Je ne parle pas de la gestion de la transition. Parce que souvent, quand on parle, il y a des gens qui ont des problèmes. Même ce que j'ai dit par rapport au Togo, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre. Moi, peu importe qu'on me dise que Yassingbe, il y a demain le message du professeur Robert n'était pas sincère. Moi, je m'en fous éperdument. Il a envoyé un message. Les Togolais peuvent penser que au lieu d'aller parler, il faut balayer devant sa propre porte. Ce que je dis, ce que j'ai dit hier, je le répète. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez, peuple du Togo. Vous pouvez accuser le président de tout, je peux accepter ça, c'est légitime. Vous n'êtes pas d'accord avec sa gestion du pouvoir, je suis d'accord avec vous, c'est légitime. Vous croyez que tous les Maliens sont d'accord avec Assimi Goïta? Vous croyez que tous les Burkinabés sont d'accord avec le capitaine Traoré? Vous croyez que tous les Nigériens sont d'accord avec le général Tiani? Mais arrêtez de rêver, ça n'arrivera pas. Et vous croyez que tout le monde est d'accord avec le Dieu créateur lui-même? Les gens souvent s'amusent à un petit jeu sur Google. On tape, on dit Google, est-ce qu'on peut aider la femme? Est-ce qu'on peut
comment on appelle, est-ce qu'on peut aider, ou bien, on dit non, 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 même Dieu même qui a créé la femme, la femme même dit à Dieu dans la création, dans ma création, que Dieu, tu n'as pas bien fait. Parce qu'elles vont prendre des produits pour, d'abord, elles vont redresser leur nez, celles qui ont l'argent, elles vont redresser le nez. Celles qui sont noires, qui sont complexées par leur teint noir, elles vont chercher à changer la couleur de leur teint. Celles qui ont les cheveux courts, elles vont aller acheter des perruques, elles vont aller acheter des mèches. Celles qui ont des ongles qui sont là, elles vont aller acheter des ongles, on dirait des fantômes là, des images des fantômes, même si on n'en a pas vu. Elles vont allonger les ongles. Celles qui sont naturellement normales, elles trouvent que ce n'est pas bien, elles vont faire des injections, soit pour développer la poitrine, soit pour développer le postérieur. C'est dire que ce qu'elles désirent, c'est ce qu'elles auraient aimé, mais j'appelle ça l'envie. L'envie, et c'est ça qui tue. Contentez-vous de ce que vous avez pour organiser votre vie. Contentez-vous de ce que vous avez pour être heureuse, pour vivre le véritable bonheur. Mais vouloir, quand vous allez avoir, j'ai écouté l'histoire d'une femme, au début elle a grossi un peu ses seins, après elle a vu d'autres seins beaucoup plus gros, elle est retournée encore voir son chirurgien. Et aujourd'hui, elle ne peut même pas sortir de sa propre maison tellement elle a détruit sa poitrine. Et il y en a plein comme ça. Il y en a, tu vois, tout leur corps, ce sont des vergetures qui sont difficilement... Et maintenant, là, surtout sur le groupe WhatsApp maintenant, j'entends souvent là-dessus, quand tu passes, tu vois, les jeunes filles sont connectés à tous les groupes WhatsApp. Et ma chérie, sur tous les caméras, j'ai ceci, j'ai cela, et tu veux comme ça, tu veux ceci, tu veux faire ton mari, à ton copain, à ton fiancé. J'ai dit, eh Allah, Dieu faut les aider, elles sont égarées. Dieu faut les aider, elles sont égarées. Elles sont égarées. Quand tu as fait tout ça là, pour plaire à l'homme, il a vu ça, il a aimé, non? Maintenant, la réalité, c'est pourquoi j'ai vu une étude au Mali, juste une parenthèse, une étude au Mali, où, je le dis souvent, les gens croyaient que je m'amusais. Et ça, c'est une étude récente. Il y a plus de 150 000 divorces au Mali par an. Et là, ce sont les divorces qu'on a, ça c'est officiel. Hein? Mais ça ne prend pas en compte les mariages qui sont faits, qui n'ont pas abouti. Les fiançailles qui ont échoué. Les fiançailles qui ont échoué ne sont pas dedans. Les mariages qu'on a faits de façon religieuse ne sont pas dedans. Ça, c'est mariage, 150 000 divorces. Parce que quand vous mettez vos mèches là, vos ongles là, longs là, vous montez sur des talons, vous allez embellir. Maintenant, quand vous rentrez sur l'homme là, vous n'êtes plus la même femme qu'il a connue. Évidemment, le divorce va venir. Parce que vous n'êtes plus, c'est vous qui êtes sur tout le groupe WhatsApp, il y a produit pour ceci, il y a produit pour cela, elles finissent à se brûler le visage avec tous les faux produits. On veut embellir le visage, on veut embellir le corps, on n'est pas content du teint que Dieu a donné. Et puis, l'homme, il découvre après, il se rend compte que c'est masque qu'il allait chercher pour mettre chez lui à la maison. Le divorce est assuré. Voilà la réalité avec les femmes. Parce qu'elles ne sont pas fières de ce qu'elles sont. Si un homme vous aime, qu'il vous aime pour ce que vous êtes, non pas pour ce que vous voulez paraître. Donc quand vous paraissez devant l'homme, c'est le paraître qu'il a vu. Ce n'est pas vous qui l'avez épousé. C'est ce qui paraît à ses yeux qu'il a épousé. Donc ce qui paraît à ses yeux qu'il a épousé, une fois que ça rentre chez lui et que ce qui paraît à ses yeux n'est plus conforme à ce qu'il croyait, le divorce est là, l'amertume vient, l'amour disparaît. On dit il n'est même plus comme il m'a eu déjà. Non, 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 c'est toi qui l'as trompé. Tu l'as trompé avec tout tes faux. Maintenant, il a découvert la vérité, il est parti. Et tu te plains. Tu te plains pourquoi? Tu n'as pas à te plaindre. Ma chérie, sois fière de ce que tu es. L'homme, s'il ne t'aime pas parce qu'il a un gros nez, ce n'est pas ton mari. L'homme, s'il ne t'aime pas parce que tu es noir, ce n'est pas ton mari. L'homme, s'il ne t'aime pas parce que tu as les cheveux courts, ce n'est pas ton mari. L'homme, s'il ne t'aime pas parce que tu n'as pas un gros derrière. Regardez des femmes comme Eudoxie. Vous croyez que quelqu'un va prendre cette femme-là pour mettre chez lui? Je ne vais pas dire des mots, mais elle est certaines choses, elle représente quelque chose, la chose la plus négative au monde. Mais je ne vais pas parler d'elle, c'est une femme. On a vu les photos d'Eudoxie, ce n'était pas comme ça. Elle ment, et vous voyez,
Quand vous commencez à parler d'elle net, elle commence à pleurer. Sa langue est lourde dans sa bouche, elle ne peut pas parler, elle pleure. Elle dit elle est chanteuse. Mais quand vous écoutez la chanson de Doxy, vous avez envie de vous tuer. Ça dit vos oreilles là sont bouchées. Quand vous regardez le complexe d'Emmanuel Keïta, elles sont passées par tous les moyens. Emmanuel Keïta, elle a fait un film A+. C'est ça, non? A+. Je regardais ça aux États-Unis. La même Emmanuel Keïta, là, que vous voyez aujourd'hui, là, elle a fait A+. Regardez la Emmanuel Keïta, puis regardez celle qui est là aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte de la métamorphose. Mais pour combien de temps ça va durer? Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à prendre l'âge, tu ne peux plus continuer ça. C'est là que tu deviens... On ne peut pas te regarder. Emma Loès, c'est la même chose. Regardez les premières photos d'Emma Loès et puis regardez aujourd'hui. Elle va vieillir. Mais quand Emma Loès va vieillir, mais vous ne pourrez plus la regarder. C'est des femmes, quand elles vont vieillir, elles ne pourront plus sortir de leur maison. Parce qu'elles ont tellement trompé les gens. Elles ont fait tellement de métamorphoses, elles ont fait tellement de chirurgie, elles ont utilisé tellement de produits que quand tu vieillis, l'organisme ne permet plus ça. L'organisme ne peut plus soutenir ça. Je vous ai expliqué l'histoire de Michael Jackson quand il mourait. Quand Michael Jackson, on pouvait le sauver, mais la peau de Michael Jackson était gâtée. On ne pouvait pas faire d'injection, on ne pouvait pas faire d'intervention. J'ai dit, le corps de Michael Jackson était intouchable. On ne pouvait pas le toucher. C'est comme ça qu'il est mort. La réalité, quand il mourait à UCLA, moi j'étais à Hollywood. J'étais en plein boulot quand l'hélicoptère l'a déposé. Il était en pleine répétition à Downtown pour son tour Renaissance, un truc comme ça. Et quand il est rentré à la maison, il a fait sa petite crise. On a envoyé des gens, on ne pouvait pas le toucher parce que son corps était gâté. C'est ce qui attend ces filles-là qui anticipent Pavane. C'est pourquoi vous regardez sur NCI Côte d'Ivoire, vous les regardez même, ces vieilles femmes-là, ces boubous qui se sont changés le visage, elles mettent tout. Ces femmes de NCI-là, vous les prenez, vous mettez chez vous. Le lendemain matin, vous les prenez la journée. Hein. Réveillez-vous ensemble le matin. Toutes ces femmes qui sont sur NCI, là, réveillez-vous ensemble le matin, vous allez voir la vérité. Alors, on va continuer. C'est mon petit conseil. Alors, le Burkina a frappé fort, le Mali a frappé fort. Nous allons vous dire ce qui s'est réellement passé à la tribune des Nations Unies. Mais on commence d'abord avec le grand frère Abdoulaye Diop. Remercie la ministre du Développement international de la Norvège de son intervention et donne la parole à son Excellence Abdeladjo, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. On va écouter, il va présenter le décor et puis on va aller écouter le Burkina. Donc, écoutez très bien, je vous en prie. C'est les deux discours que nous allons étudier, analyser. On écoute. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, c'est pour moi un grand honneur de vous adresser les salutations cordiales de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et également au nom de l'ensemble du peuple malien. Je m'exprime du haut de cette tribune également au nom de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, empêché de s'exprimer à la tribune de la présente Assemblée générale. Avant tout propos, je voudrais renouveler la compassion des autorités et du peuple du Mali. Oh là là, donnez-moi une seconde. Vous avez entendu le général de brigade, le général Abdourahmane Tchani. Le décor vient d'être planté. Président légitime et souverain du Niger. Je n'ai jamais dit président démocratiquement élu. Donc quand on parle, s'il vous plaît, nous on parle avec une certaine sagesse et une certaine intelligence. Je dis président légitime et souverain du Niger a été empêché par le petit secrétaire minable des Nations Unies à pouvoir s'exprimer. Alors que la parole a été donnée au colonel Mamadi Doumbia, un putschiste, comme le général Tchani,
comme le capitaine Traoré, comme le colonel Assimi Goïta, nous sommes fiers d'avoir fait des putsch. Nous sommes fiers. J'en suis fier. Ce n'est pas une expression péjorative pour moi. Je suis fier des coups d'État. J'encourage les coups d'État. Je soutiens les coups d'État tant que cela permet à l'Afrique de se libérer. Tant que c'est un moyen de sortir de la domination impérialiste néocoloniale, du vol et des pillages de nos ressources naturelles, de notre sous-sol, de nos matières premières, je soutiendrai les coups d'État pour que l'Afrique soit libre et véritablement indépendante. J'en suis fier. J'en assume l'entière responsabilité, les propos que je tiens, le soutien indéfectible que j'apporte aux 4 transitions, particulièrement à celle de Liptako Gourma. Je suis pour la transition, je suis pour le renversement des régimes dits démocratiques qui ne sont en rien que des régimes criminels, autocratiques, dictatoriaux. Ce sont des dictateurs que nous avons évincés, des voleurs de nos ressources en complicité avec l'ennemi que nous avons évincés. Et nous en sommes fiers et nous en assumons la pleine responsabilité. Donc je voudrais que cela soit bien clair. Donc on donne la parole à un collègue du général qui est aussi putschiste que le général et on empêche le général de parler. Vous voyez l'incongruité, l'irresponsabilité, la malhonnêteté, l'inconsistance, l'inconscience, l'inacceptable, le traitement inégal au vu et au su de la communauté internationale de ce petit secrétaire ridicule appelé Antonio Guterres. Alors, je voudrais qu'on m'écoute. S'il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, je serai le premier à sauter dans le premier avion pour aller célébrer ça en Côte d'Ivoire. S'il y a un coup d'État au Sénégal, je serai le premier à sauter dans mon avion pour aller célébrer ça au Sénégal. Parce que c'est des présidents qui ne méritent pas de rester à la tête de nos États. S'il y a un coup d'État au Bénin, je serai le premier à aller au Bénin pour applaudir et danser à la population. Parce que c'est des présidents indignes. Ils trompent, ils mentent, ils pillent, ils volent, ils s'associent avec l'ennemi pour détruire nos nations. Nous ne pouvons pas les accepter, nous ne pouvons pas les encourager. On va continuer à écouter. Remercie la ministre du Développement international de la Norvège de son intervention et donne la parole à son Excellence Abdelhadjo, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, c'est pour moi un grand honneur de vous adresser les salutations cordiales de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et également au nom de l'ensemble du peuple malien. Je m'exprime du haut de cette tribune également au nom de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, empêché de s'exprimer à la tribune de la présente Assemblée générale. Avant tout propos, je voudrais renouveler la compassion des autorités et du peuple du Mali, aux autorités et au peuple du Maroc, de la Libye, de la Turquie et de la Syrie suite aux catastrophes naturelles qui ont endeuillé ces pays frères. Monsieur le Président, la paix et la sécurité restent la priorité des populations du Mali et du Sahel. Après plus d'une décennie de violence
aux conséquences particulièrement dévastatrices. Pourtant, cette région était connue comme un havre de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble entre les communautés qui la composent. Pour sa part, le Mali a décidé de changer de paradigme et de prendre son destin en main. Ainsi, au plan sécuritaire, le Mali a accordé la priorité au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des populations et des biens. Aujourd'hui, le peuple malien a repris confiance en son outil de défense. Aujourd'hui, les populations du Mali sont encouragées par les résultats engrangés dans la lutte contre les groupes armés terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité ces manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel, comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des 3 frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire. Merci beaucoup. Abdoulaye Diop vient de planter le décor avant qu'on ne rentre dans les détails les plus approfondis avec le ministre burkinabé. Le Mali a alerté la communauté internationale. Vous savez, ça fait rire, hein? C'est même rigolo, c'est même ridicule. Vous connaissez le thème de ce 78e sommet aux Nations Unies? Vous connaissez le thème? Défi que je crois... sécurité, quelque chose comme ça, sécurité, des défis sécuritaires, un truc comme ça. Le Mali a à maintes reprises interpellé la communauté internationale, la communauté dite internationale, a interpellé la France, ou du moins a demandé à la France d'arrêter ces manigances, cette tentative de déstabilisation. C'est comme la femme que vous avez épousée, qui vous a trahi avec ses mèches, qui vous a trahi avec ses faux cils ou sous-cils, qui vous a trahi avec des maquillages, qui s'est rendue tellement belle que vous avez cru que voilà la femme de mes rêves, si je ne l'ai pas, je suis mort. Elle vous a trahi avec plein d'artifices. Ce n'est pas la beauté naturelle de cette femme que vous avez épousée. Ce sont les artifices qui vous ont ébloui le cœur, l'esprit, et puis vous l'avez épousée. Vous ne l'avez pas épousée pour ce qu'elle est. Vous l'avez épousée pour ce qu'elle vous a fait savoir, pour ce qu'elle vous a montré, pour ce qu'elle n'est pas. C'est ça le mariage entre... C'était ça cette relation entre le Mali, le Sahel en général et la France. La France a fait miroiter un certain nombre de choses qui en réalité sont faux. Maintenant le divorce est là. On découvre que la femme qu'on a épousée est pire qu'un singe. Je ne suis pas la femme. Hein. Je parle de celles qui trompent avec le maquillage. C'est de celles-là que je parle. Donc s'il y a une qui est concernée, c'est que c'est son travail. Mais je n'ai pas dit nom de quelqu'un aussi. Donc on ne peut pas dire que j'insulte. Alors donc quand il y a un divorce, on découvre la dure réalité. Le lendemain au réveil après le mariage, on se rend compte que la personne qu'on a mariée n'a rien à voir avec celle qu'on a vue hier dans les rues. La réalité difficile et douloureuse. Le réveil difficile et douloureux. Il va falloir gérer. Alors on décide, puisque tu m'as trahi, tu m'as fait croire que tu étais celle que j'ai vue, tu ne l'es pas. Le divorce n'est plus à l'actif de l'homme, mais à l'actif de la femme qui a menti. Celle qui s'est présentée
sous une apparence, pas une vérité, pas une apparence vraie, mais une apparence trompeuse. Donc c'est cette femme-là qu'on a divorcée, mais ce n'est pas la véritable femme qui est cachée, qui est restée derrière. Vous vous cachez derrière des apparences. Quand on marie les apparences et on divorce les apparences, vous vous plaignez. Mais venez tel que vous êtes, naturel. C'est ce qui s'est passé avec la France. La France s'est cachée derrière les apparences pour nous manipuler, pour nous trahir. Pendant 10 ans, on s'est rendu compte que les apparences ne sont pas vraies. On s'est réveillé, le réveil a été brutal. On demande le divorce. La France part, mais elle dit, comme tu m'as fait ça, comme tu m'as vu, comme tu as vu ma laideur, comme tu as vu qui je suis, comme tu as vu que j'étais trahi, comme tu as vu que j'étais trompé, comme tu as vu que je n'en vaux pas la peine, comme tu as vu les comme. Donc je ne vais pas te laisser tranquille. Je vais faire tout pour te déstabiliser. Je vais faire tout pour te créer des problèmes. Je vais te faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Voilà le jeu perfide de la femme et le jeu perfide de la France. Donc la France décide de déstabiliser. Regardez, je retenais ceci. Écoutez bien et retenez ceci. La France, comme elle n'a plus le contrôle sur le territoire malien, c'est pourquoi je dis à mes jeunes frères qui parlent, qui font encore Atalakou de la France est saisie, la France peut faire ça, j'ai dit, à la Doro, si vous n'avez pas confiance à votre armée, je vous demande pardon, taisez-vous. Si vous n'avez pas confiance à l'intelligence de nos forces armées, à l'intelligence de nos responsables, à l'intelligence de la transition, si vous ne faites pas confiance à Assimi Goïta, à l'état-major, au ministre Sadio, je vous en prie, taisez-vous. Parce que si vous continuez, je serai obligé de mettre le petit respect que j'ai pour vous descendre copieusement. C'est à mes jeunes frères là qui ont l'habitude de vanter les mérites. Là, vous savez, la communication, beaucoup de gens sont sur les réseaux, ils se disent journalistes, mais ils ne maîtrisent même pas les béabas de la communication. Souvent, ils sortent, ils font le travail. Je vais vous donner un exemple. Il y a un ancien, il y a un homme politique qui a fui, qui est là en exil. Il était membre de l'AEM. Il a eu une popularité au niveau de la jeunesse malienne qu'aucun homme politique ne pourra l'avoir à l'époque. C'est eux là qui ont fait tomber Moussa Traoré. Aujourd'hui, il est en exil. Je ne dirais même pas son nom parce que dire son nom même, ce serait une malédiction pour moi. Il ne mérite même pas que je cite son nom. Aujourd'hui, il est en exil. Il a accordé une interview sur TV5 Monde. Quand je l'ai vu, j'ai entendu ses premiers propos. Je dis, cet homme-là, il est rempli de haine. Cet homme-là, il ne sera rien. Mais je vous jure au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, demandez à tous ceux qui me connaissent de près ou de loin. Le premier jour où j'ai vu le monsieur, j'ai dit, lui là, il est maudit, il ne sera jamais quelqu'un dans le monde. Il ne sera jamais. À part le poste de député qu'il a, il ne sera jamais, même pas un ministre dans ce pays. Parce que vous pouvez voir en lui, son regard même pue. J'ai dit, le regardez même là, vous voyez la malédiction sur lui. Il y a des gens, il y a des signes, mais Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Quand vous les voyez tout de suite, vous savez que leur vie est vouée à l'échec. Il fait partie de ces gens-là, de ces catégories de personnes. Il aurait pu être quelqu'un, mais comme il est né, et le signe de la malédiction, de la chute, de la perfidie, de la haine est sur lui, vous savez tout de suite qu'il ne sera jamais quelqu'un. Et aujourd'hui, là, il traîne dans les rues à l'extérieur, il n'a même pas papier. Il a dénigré notre armée. Mais si je voulais intervenir, prendre ses propos, c'est comme si Dieu me dit, tu parles de lui, tu vas lui donner de la valeur. Tu parles de lui, tu vas lui donner de l'importance. Oublie-le, ne parle même pas, ne le mentionne même pas dans tes interventions. Ne dis plus jamais son nom. Sinon, j'ai vu son intervention. Vous vous posez la question, vous croyez que je n'ai pas vu? J'ai vu. Et je remercie Dieu parce qu'on ne m'a même pas envoyé dans ma boîte. Personne n'a eu la sagesse de m'envoyer. Parce qu'on a commencé à l'ignorer. C'est quand vous parlez de ces gens-là, vous leur donnez de la valeur et de l'importance. Mais quand vous les ignorez, ils sont dans les oubliettes. Et le monsieur il est en train de mourir dans les oubliettes. Il a forcé pour avoir cette interview-là avec TV5 Monde, mais il est en train de tomber dans les oubliettes. Parce qu'il n'en vaut pas la peine. N'oubliez pas de partager, je vous en prie, pompez les cœurs, faites monter les pouces bleus, soutenez-nous, partagez énormément. Vous avez entendu le ministre Diop. Donc, le général Tiani l'avait dit.
le général Tiani l'avait annoncé. Le général Tiani avait prévenu que la France avait libéré volontairement, je crois, une quinzaine de terroristes qui avaient été appréhendés au prix de lourds sacrifices. Parce que la France menait des interventions conjointes. Et c'est ça qui a été l'erreur. Mais comme c'est Bazoum qui était au pouvoir, je vous en prie, écoutez bien. Ce que je suis en train de vous dire est une révélation de taille. Je n'aime pas l'expression révélation, mais ça n'est une. C'est une révélation de taille. La France avait un accord avec le président Bazoum. Les interventions conjointes de l'armée nigérienne et de la force militaire française présente au Niger. Donc, donnez-moi une seconde rapidement. Merci, toutes mes excuses. Alors donc, la France avait un accord de partenariat avec les terroristes, avec le président Bazoum. Vous avez entendu le général dire que lorsqu'il a demandé à Bazoum pourquoi tu fais ça, Bazoum a répondu, ce sont mes partenaires. Il dit, mais depuis quand un président de la République est partenaire avec les terroristes qui tuent son peuple, qui tuent ses soldats? Ce sont mes partenaires. Ce sont mes partenaires. N'oubliez pas cette expression de Bazoum. Ce sont mes partenaires. Ce sont mes associés. Donc les terroristes, comme le dit le ministre Diop, sont des associés et des partenaires d'un président supposément élu démocratiquement. Quelle est la légitimité d'un président élu démocratiquement lorsque celui-ci est partenaire avec des organisations criminelles? Posez la question à la France qui a mis le groupe Wagner sur sa liste noire d'organisations criminelles. Nous aussi, nous avons mis Bazoum sur notre liste noire de membres d'une organisation criminelle. Alors, la France est mieux placée que nous pour dire que Wagner est une organisation criminelle. Nous n'avons pas le droit de considérer un ancien président comme membre d'une organisation criminelle. Eux, ils ont le droit, nous n'avons pas le droit. Ils peuvent le faire, on ne peut pas le faire. Je demande au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de se référer à la loi française qui a été votée récemment, qui prend en compte le groupe Wagner comme étant une organisation terroriste, de se référer à la décision de l'Union européenne de prendre le groupe Wagner comme une organisation terroriste, et ensuite développer la réponse que la Cour de justice de la CEDEAO attend du Niger. Donc, nous allons à notre niveau faire ce travail extraordinaire, demander à nos autorités, demander au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de regarder les dispositions de cette loi française par rapport à Wagner et de regarder la situation de Wagner et de Bazoum. Est-ce qu'il y a une similitude? Bazoum n'est-il pas membre d'une organisation criminelle? Si oui, la France pourtant a voté une loi. Et Bazoum, il y a la loi au Niger est claire sur les agressions terroristes, sur les agressions criminelles. La loi au Niger est claire et sans équivoque. C'est ce que le Mali est en train de démontrer. C'est ce que le Mali vient de dire. La France a libéré ce jour-là 15 terroristes lourdement armés. Ils n'ont pas seulement fait que libérer. Ils leur ont remis leurs armes, en plus de nouvelles armes, en plus de moyens financiers, en plus d'informations. C'est ce que la France a fait. Et ce sont ces terroristes-là qui ont causé la désolation. Je crois que c'était à Kaya,
ou bien à Faya, dans cette région, on a tous entendu le communiqué du CNSP là-dessus. Et c'est ce que le Mali a dénoncé. Mais malgré la dénonciation du Mali, jamais la communauté dite internationale ne s'est jamais intéressée, ni de près, ni de loin, pour établir la véracité ou tout simplement apporter la contradiction aux propos du CNSP ou du Mali, encore moins du Burkina. Mais aujourd'hui, la France a développé un narratif. Et le narratif, voilà une deuxième révélation pour vous, et celle-là, elle est de taille. Personne ne l'a encore dit, personne ne l'a encore vu, mais c'est tout de suite en parlant que c'est venu comme une sorte de révélation. Je ne l'avais jamais vu moi-même, je ne l'avais jamais pensé. Donc je vous la donne, Dieu vous la donne. Le narratif de Macron qui consiste à dire Bazoum est démocratiquement élu, je ne prête aucune attention aux propos de la transition, ils n'ont aucune légitimité à parler au nom du Niger. Ça veut dire beaucoup de choses, peuple du Niger, peuple de l'Eptako gourmand, peuple du monde, peuple d'Afrique, ça veut dire beaucoup de choses. C'est une révélation de taille. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quelle que soit la profondeur de la vérité, quelles que soient les preuves que nous allons apporter, quelles que soient les accusations que nous allons mettre sur la table, pour mettre la France en face de la réalité, la France dit, puisque vous êtes illégitime, on ne vous écoute pas, on ne veut pas vous entendre. En d'autres termes, la France refuse d'entendre la vérité parce qu'elle s'est dit qu'elle a laissé le Mali faire et le Mali l'a humilié sur les multiples violations de l'espace aérien du Mali. Donc la France sort et prend le devant des choses, prend le taureau par les cornes et dit on ne veut pas entendre, on ne croit pas, on ne croit pas. Ce qui fait que, quelles que soient les vérités que nous allons apporter, les médias français ne vont jamais en débattre. Parce qu'ils savent que s'ils le font, ils auront fait, ils auront donné. Vous êtes en train de répondre à quelqu'un que j'ai déjà banni. Quand moi je vois, je bannis, je ne parle plus. Donc arrêtez de répondre. Si je vois, je bannis. Ne vous fatiguez pas, il est déjà parti. Alors donc, ils disent, vous n'avez aucune légitimité, donc tout ce que vous dites, on s'en fout, ça ne nous engage pas. Et ils vont continuer à libérer les prisonniers. Mais en même temps, j'avais interpellé le général. J'ai demandé qu'on mette des militaires, des soldats nigériens, qu'on les prédispose devant la base française pour éviter la libération des terroristes. Et d'ailleurs, c'est ce qui a motivé les Américains à collaborer avec eux. Et c'est ça. C'est ce qui a motivé les Américains à collaborer avec le Niger. Parce que les Américains ont découvert que la France est en train de jouer à un double jeu. Que la France est en train de libérer des terroristes. Elle met les moyens, des centaines de millions de dollars sont investis pour traquer les terroristes. La France et le Niger mènent des opérations. Les terroristes sont arrêtés parce que la France n'est pas contente du changement de régime. La France se cache dans le dos du Niger pour libérer ces terroristes. C'est ce que le général a montré à la représentante américaine. Est-ce que depuis lors, vous avez encore vu des Américains? Moi, je vous ai dit que l'Amérique, le lieutenant Tiani a frappé fort. Il a humilié la France. C'est ce que la France a du mal à comprendre. Je causais comme ça avec un ami, une petite parenthèse encore. J'ai dit, hé Keïta, ta bouche là aussi, oh, c'est compliqué. Keïta, ta bouche. Parce que si je n'avais pas dit, vous vous souvenez que le ministre des Affaires étrangères du Niger a été très bien reçu par le secrétaire général. Quand il est arrivé, ils ont même pris une photo. Vous avez tous vu la photo sur Internet. Mais il a fallu que Keïta sorte pour parler. Les petits, les merdiques, là, les enfants ratés, là, ceux qui ne valaient rien, qui ne sont rien, qui sont voués à l'échec, ceux dont la vie ne profitera à personne, leur mort est égale à leur absence. Ceux qui vont vivre et mourir inutilement parce qu'ils n'auront rien apporté à l'humanité.
Moi, alhamdoulilah, Rabbil Alamina, gloire à Allah, j'ai apporté beaucoup et je continue d'apporter beaucoup à mon pays, au Liptako Gourma, à l'Afrique et au monde. Je suis écouté à travers le monde. Toi, petit minable qui est dans ton petit coin là, qui te voit, qui te connaît, qui t'écoute, personne. Grâce à Allah, je suis écouté. Ça, c'est un. Deuxièmement, ma bouche, dont j'ai demandé pardon au général Tiani, si je n'étais pas sorti pour frapper la France, peut-être que les manigances qu'ils ont fait pour empêcher le Niger, ils ne l'auraient pas fait. Mais je n'ai fait que interpréter, je n'ai fait que apporter une analyse. Une analyse, quand je vous dis que je suis écouté par les services de renseignement des pays occidentaux, beaucoup de gens s'amusent. Il a fallu que je sorte pour ridiculiser Macron et Ouattara. Pour que l'information remonte. Parce que ceux-là, je vous jure, si Allah est témoin, il y a beaucoup de décisions sont prises à l'Élysée à partir de mes informations en ce qui concerne le Sahel. Je suis une mine d'informations pour l'Élysée. Ils me suivent à la lettre. Quand j'ai frappé aux Nations Unies sur la France, quand j'ai frappé par rapport à la présence de notre ministre, ils sont sortis. Mais c'est une bonne chose qu'ils soient sortis. Parce que Dieu a permis au moins de comprendre. Dieu a permis au monde de savoir qui est la France. La grande gueule qu'ils font. Ils parlent. Et vous avez entendu leur ministre des Affaires étrangères, Katerina Colonial, pas Colonna, Colonial. Vous l'avez entendu par rapport à la Russie. Mais elle ne se met jamais, elle ne met jamais son pays devant ses responsabilités. Elle ne met jamais son gouvernement devant ses responsabilités. C'est à travers mes interventions que la France a réagi. C'est à travers ce que j'ai dit que la France et le petit minable président ivoirien se sont mis rapidement et puis ils ont mis la pression. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça qui est fondamental chez nous. Et nous, on dit alhamdulillah, gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit Allah. Maintenant, on va continuer. Le plus important aujourd'hui, c'est que ça a permis à nos deux gouvernements, le Mali et le Burkina, parce que si la France n'avait pas agi, peut-être que le discours de Burkina ne serait pas aussi violent. Si la France n'avait pas agi, peut-être que le discours du Burkina ne serait pas aussi poignant. Donc je remercie Allah, j'en ai parlé. Donc Allah m'a utilisé pour que la France vienne s'exposer. Dieu m'a utilisé pour que Ouattara et la France sortent, pour qu'on puisse les frapper comme il se doit. Maintenant, nous allons écouter le Burkina, je vous en prie, on va écouter le Burkina. Président de la transition, chef de l'État, recevez les salutations fraternelles du peuple et du gouvernement du Burkina Faso. Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. Je cite notamment Fidel Castro de Cuba, Patrice Emery Lumumba du Congo, Modibo Keïta du Mali, Ruben Unyombe et Félix Moumié du Cameroun, Sylvanus Olympio du Togo, Che Guevara de l'Argentine, Martin Luther King et Malcolm X des États-Unis d'Amérique, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, Jomo Kenyatta du Kenya, Amilcar Cabral de la Guinée-Bissau et des îles Cap-Vert, Marianne Ngouabi du Congo-Brazzaville, le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara du Burkina Faso, etc. Ces leaders ont été pour la plupart exécutés de façon violente et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements. Leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Monsieur le Président, ma présence à cette tribune honorable des Nations Unies
au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres, n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus pas là pour vous livrer un discours de convenance, mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique. J'ai été mandaté en sacrifice d'État. Donc je suis prêt à mourir à la sortie des tribunes des Nations Unies si telle est la volonté de Dieu. Je suis le sacrifice de mon peuple. J'ai été mandaté. Chaque propos qui sort de ma bouche est la volonté souveraine et légitime du peuple du Burkina Faso, du Liptako-Gourma et particulièrement du Niger. Je suis l'agneau sacrificiel. Je suis venu apporter les précisions et dire non à l'hypocrisie diplomatique que Keïta a toujours dénoncée. C'est pourquoi je vous ai dit que je me suis retrouvé dans tous les propos de ce monsieur du début jusqu'à la fin. L'hypocrisie diplomatique. Quoi? Combien de fois j'en ai en parlé? Combien de fois j'en ai dénoncé? L'hypocrisie diplomatique. Mais je vous invite à écouter non pas la violence des mots, sortez de l'émotion, mais écoutez la pertinence de la réflexion. Sans filtre, sans démagogie, sans hypocrisie diplomatique, il a dit tel que les choses sont, telles que les choses se sont passées, telles que les choses se présentent. Souvent, l'homme noir, il est beaucoup émotif. Quand on dit la vérité, il est tout de suite choqué. Voilà pourquoi on a du mal à aller avec la vérité. On a du mal à accepter la vérité. La vérité, elle est hideuse par moment. Elle blesse par moment. Mais acceptons-la parce que c'est la vérité. Que le noir comprenne que la complaisance, les narratifs complaisants ne vont jamais aider. Mais seule la vérité nous permettra de nous remettre en cause, de nous poser les bonnes et multiples questions pour avancer sur le chemin de la vérité. Vous voulez entendre la vérité? Voilà la vérité. Vous voulez entendre la vérité? Débarrassez-vous de vos émotions. Laissez l'esprit rationnel entrer dans les propos du Burkina Faso pour ériger en nous la force de caractère et la détermination d'engager. La boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain, l'esprit démoniaque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme sont les vrais plaies qui gangrènent notre vivre ensemble et font courir toute la société à sa perte, y compris donc notre organisation, l'ONU. Son Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Son Excellence, M. Joe Biden, président des États-Unis. Son Excellence, M. Denis Francis, représentant permanent de la Trinité et Tobago auprès des Nations Unies. Élu président de la 78e session de l'Assemblée générale. Son Excellence, M. Luis Inácio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil. Permettez-moi de reprendre ici des parties de vos propos, discours respectifs prononcés à cette même tribune. Écoutez, à l'ouverture de cette 78e session. Vraiment, je vous invite à bien écouter. Nous sommes dans un monde sans dessus-dessous. Des cadavres jonchent les plages où des milliardaires se prélassent. Pour la deuxième personnalité, je cite, « Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons une cause commune, à savoir léguer à nos enfants un monde avec un bon climat social. » Fin de citation. Pour la troisième personnalité, je cite, « Malgré les difficultés, nous pouvons nous en sortir. Ce ne sont pas les capacités qui manquent, mais la volonté politique. Sinon, nous pouvons apporter le progrès et la paix pour tous. » Fin de citation. Pour la quatrième personnalité, je cite, « Il y a dissonance entre les discours et les pratiques, les faits. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé. L'ONU doit assumer ses fonctions d'un monde solidaire et équitable, conformément aux principes édictés dans la charte. Cela suppose qu'on ait le courage
de lutter contre les inégalités. Fin de citation. La quintessence des expressions de ces 4 autres personnalités signifie clairement que les inégalités dans le monde sont voulues, sinon qu'avec un minimum de courage et de volonté politique, nous pouvons, à défaut de les éradiquer, les amenuiser à leur congrue expression. En effet, chaque année, les discours pleuvent au même titre que les promesses et engagements. Les preuves de la dissonance entre les discours et les faits sur ces questions de principes contenues dans la charte de l'ONU, dont la justice, l'égalité, la dignité, l'intégrité, le droit à l'autodétermination, la souveraineté des États, l'inviolabilité du territoire et le respect du droit international sont ce qui se passe en Libye, dans le Sahel, précisément sur le Niger, et sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, en Libye, suite à cette catastrophe diluvienne, des milliers de voix ont été fauchées, des milliers de vies donc ont été fauchées, pour badigeonner nos consciences de tranquillité transparente. Chaque nation se précipite pour présenter sa compassion, sa solidarité. Wow. C'est certes pour donner l'impression que nous vivons en société et que nous défendons des valeurs. L'honnêteté intellectuelle le recommande et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été, collectivement et individuellement, par passivité condamnable ou par complicité active et inacceptable, aux côtés des bourreaux qui ont été la première catastrophe anthropique en Libye. Alors, pourquoi le minable, ridicule président irresponsable, inconscient, inconsistant, l'homme qui épouse sa grand-mère, mais apprécie au contraire les hommes, le petit Macron, pourquoi il ne reconnaît pas la responsabilité de la France? Il a la grande gueule et chaque fois quand tu le vois, pourquoi? La moralité intellectuelle, la moralité historique, la vérité historique exige que la France présente ses excuses, plus particulièrement les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a validé cette intervention en Libye. Donc, un président peut être... Bachar al-Assad n'est-il pas démocratiquement élu dans son pays? On peut discuter de l'élection démocratique, hein, sans jamais tomber d'accord. Je suis prêt à ce débat. Pour avoir fait les États-Unis toutes ces années, j'en sais ce que cela veut dire. On a vu le candidat, comment on appelle, il y a un candidat qui avait gagné, qui avait battu Bush le fils. Il l'a battu aux élections générales, mais on dit, au niveau des grands électeurs, il aurait perdu. Ça, c'est l'élection américaine. Vous pouvez gagner les élections dans les urnes et puis les perdre avec les grands électeurs. Ça, c'est aux États-Unis. Donc, on peut parler des formes d'élection. On peut parler des manières dont on organise les élections. On a vu comment la France elle-même a fait tomber Dominique Strauss-Kahn à New York. Ce jour-là, j'étais encore à Los Angeles quand ça s'est passé. Cette petite Guinéenne, Nafissatou Diallo, qui a menti sur Strauss-Kahn, qui l'aurait violé. Al Gore, merci beaucoup, qui l'aurait violé. Mais en réalité, c'est faux. Mais tout l'argent qu'elle a récupéré avec Strauss-Kahn, qu'elle a investi. Mais aujourd'hui, là, les gens parlent d'elle, ça a été comme une malédiction dans sa vie, ça ne lui a servi à rien. Elle a été surprise. Alors donc, on peut parler d'élections si vous voulez. Mais c'est la souveraineté de chaque État d'organiser ses élections selon sa convenance. Mais pourtant, ils n'ont pas hésité à aller attaquer la Syrie. Ils n'ont pas hésité à aller attaquer Saddam Hussein. Ils n'ont pas hésité à attaquer Muammar Kadhafi. Ah, d'accord. Parce que ce sont des pays qui ne sont pas développés, qui n'ont pas l'arme atomique. Donc, imaginez que le Mali ait l'arme atomique. Imaginez, moi je suppose même que tous les pays du monde doivent avoir la bombe atomique. Comme ça, il y aura peut-être le respect. C'est à cause de ça qu'ils ne veulent pas que Pyongyang, la Corée du Nord, ait une bombe atomique. Et la Russie l'a aidé. Malgré ce qu'ils appellent dictature de Kim, la France peut-elle aller là-bas? Ça dit, garçon connaît son ami garçon. Ils n'ont qu'à aller en Corée du Nord. Ils ne connaissent pas la route là-bas. Ils connaissent la route. Ils n'ont qu'à aller. La Russie est tombée sur l'Ukraine, non? Ah, pourquoi ils ne vont pas réagir?
Pourquoi ils n'attaquent pas la Russie? Pourquoi ils n'attaquent pas la Russie? Parce que ces garçons se connaissent son ami garçon. Macron fait la grande gueule parce que nos États sont pauvres pour le moment. Matériellement, on est pauvre. Mais dans les faits, c'est faux. Pour que nous, on soit respectés, pour que le Liptako gourmand soit respecté, pour que notre voix porte au-delà de l'Afrique, il nous appartient impérativement de développer une puissance de feu jamais établie en Afrique. Je dis bien, une puissance de feu jamais établie en Afrique. Avec la complicité de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Chine, de la Russie, développons des armes de destruction massive chez nous. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire. Parce que c'est la seule condition où ils vont nous respecter. Parce que tant qu'ils savent qu'on a des armées, pardon, tape-moi, moribondes, des armées inefficaces, tant qu'ils savent que d'en haut, là, ils peuvent larguer une bombe pour détruire nos camps, nos petits avions, là, ils auront la grande gueule pour parler. Mais dès l'instant où ils vont savoir que chez nous, on dispose de moyens logistiques militaires adéquats. Kadhafi a acheté tellement d'armes, vous n'avez même pas une idée. Mais ils ont cloué toutes ces armes-là, ces avions, ces blindés. Il ne suffit pas d'acheter des blindés. Kadhafi les a achetés malheureusement. Les raisons pour lesquelles il a acheté, il a eu peur de les utiliser. Dès l'instant où les premières frappes françaises ont été faites, les avions libyens auraient dû être prêts. La France rentre, ils s'élèvent et puis ils font la guerre. Dès qu'on franchit l'espace aérien du Niger et de la Libye, automatiquement, les avions libyens décollaient. Mais l'erreur de Muammar Kadhafi, c'est que ce n'était même pas des Libyens. La plupart des gens qui étaient dans son armée, c'était des étrangers. Donc des étrangers n'étaient pas prêts à mourir pour une guerre qu'ils ne comprennent pas. C'était deux erreurs fondamentales. Deux erreurs monumentales. Deux erreurs catastrophiques ont tué Muammar Kadhafi. Il a laissé les Libyens, il a constitué son armée d'étrangers. Première erreur. Il a acheté tellement d'armes qu'il n'a pas eu le courage, le manque de courage, le manque de volonté à lancer, à riposter, a été aussi la deuxième cause de la chute de Kadhafi. Mais nous ne condamnerons pas cette, je ne sais pas, pour ne pas dire cette faiblesse, mais je ne dirais pas ce complexe d'infériorité. Nous, chez nous, c'est fini, on ne connaît pas ça. Si on a, et notre armée est constituée d'enfants maliens. C'est des Maliens, il n'y a personne d'autre dedans. Donc chaque Malien patriote est prêt à mourir pour le pays. C'est ce que nous avons. Vous avez vu qu'en Irak, dès l'instant où les Irakiens ont pris conscience de la faiblesse des Américains, qui ont cru qu'ils avaient neutralisé les avions de Saddam Hussein, quand ils sont descendus, quand ils ont tué Saddam Hussein, les Irakiens ont compris que s'ils ne se lèvent pas, ils sont foutus. Donc ils ne se battaient plus pour Saddam Hussein, mais ils se battaient pour l'Irak. C'est là que les Irakiens ont commencé à tuer les Américains. Parce que les Américains, avec tous les satellites, tous les radars qu'ils ont, les Américains ne maîtrisaient pas l'Irak. Les Américains ne maîtrisaient pas l'Irak. Et ils tombaient dans les pièges. On les tuait comme des mouches. C'est là qu'ils ont fait intervenir les sociétés privées paramilitaires, Blackwater et autres. C'est eux là qui tuaient bêtement. Parce qu'eux ne cherchaient pas à comprendre. C'est eux qui ont fait qui ont commis les plus graves crimes de là-bas. C'est pourquoi les Américains ne veulent pas qu'on fasse une enquête là-dessus. Parce qu'ils sont sortis du cadre même de la guerre conventionnelle pour tuer comme ce n'est pas permis. Même malgré ça, ils n'ont pas gagné. Ils ont détruit. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas détruit. Ils ont détruit l'Irak, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Ils ont fui. C'est ce qu'on a vu en Afghanistan. Après 20 ans de présence, ils ont fui. Je vous ai montré comment ils ont fui. Et nous avons appris de toutes ces choses-là. Nous avons appris de nos erreurs et nous avons appris de leurs échecs. Donc, c'est une force pour nous. C'est pourquoi nous attendons la France. Et moi, je dis, nous devons avoir les meilleures armes possibles pour protéger nos populations. Je ne dis pas d'avoir des armes de destruction massive, parce qu'on veut faire parler avec tout le monde. Je dis de disposer de ces armes-là pour notre propre sécurité. Parce que tant qu'on a ces armes-là, personne ne viendra nous emmerder. Et je demande à nos chefs d'État de commencer à réfléchir, les trois en commun, pour disposer d'une arme puissante, une arme de dissuasion. Pour qu'on respecte notre intégrité territoriale et notre intégrité souveraine.
Mais vous écoutez ici. Ils n'ont jamais présenté leurs excuses au peuple libyen. La Libye, c'est dans le chaos aujourd'hui. Mais ce que nous vivons dans le Sahel, c'est la conséquence directe de ce qui s'est passé en Libye. Et le flux massif de migrants chez eux, d'immigrants chez eux, c'est la conséquence directe encore. L'immigration aujourd'hui là-bas, c'est la conséquence directe de ce qu'ils ont fait en Libye. Cette catastrophe qui a mis la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide avant que les eaux de déluge ne viennent l'endeuiller davantage. Et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970. Et le silence coupable voit la complicité de la CEDEAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention, avec la France de Nicolas Sarkozy en tête, a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Et la même Union africaine est encore complaisante avec la même France. La même France qui est en train de manipuler deux présidents irresponsables et inconscients de la CEDEAO pour attaquer le Niger. N'ont-ils pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en Libye, alors que l'Union africaine a la possibilité de voter une résolution, ou du moins de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour interpeller la France? Ils ne le font pas. Mais non, le Niger ne sera pas comme la Libye. Wallahi billahi tallahi, ce ne sera pas une promenade de santé. Le Niger ne sera pas comme la Libye. Je ne dis pas que nous n'allons pas perdre des soldats ou des civils, si jamais cette guerre éclate. Mais wallahi billahi, ce sera la dernière guerre de la France avant la fin du monde. La dernière guerre de la France qu'elle va mener en Afrique. Je le jure, comme vous m'entendez, service des renseignements français, DGSE, et vous vous rapportez tout ce que je dis, allez dire à la France, la complaisance est terminée. Le complexe d'infériorité, c'est fini. Si jamais vous osez attaquer le Niger, wallahi, je le jure, et Allah est mon témoin, je ne m'en vante pas. Je ne dis pas parce que c'est moi qui le dis, mais je le dis parce que c'est ce qui va se passer. Je le dis parce que c'est ce qui est. Je le dis parce que c'est ce qui a été déjà arrêté par l'Éternel. Vous intervenez au Niger, vous n'allez plus jamais intervenir dans un pays en Afrique. DGSE, je vous en prie, apportez l'information à l'Élysée. Dites à Macron, je l'encourage à intervenir. C'est la fin de la France que vous allez signer. C'est la fin de la France. Non seulement militairement, vous allez échouer, mais la CEDEAO ne servira plus d'instrument pour nous obliger en quoi que ce soit. Nous allons quitter la CEDEAO. C'est une certitude absolue. Nous allons quitter le franc CFA et vous allez restituer notre or. Et nous allons désormais commercer notre or avec un autre pays, mais plus avec la France. Notre gaz, notre lithium, notre uranium, vous allez l'acheter certainement, mais à travers notre pays, comme vous le faites avec le gaz russe, avec le pétrole russe aujourd'hui. Vous n'allez rien recevoir en direct. Vous n'avez même pas une idée de la manière dont nous sommes déterminés à vous attendre. Vous n'avez même pas une idée de ce que nous avons préparé pour vous attendre. Vous n'avez même pas une idée de notre engagement, de notre détermination à vous attendre. Mais nous vous prions. Je demande à Allah qu'il mette l'esprit de la confusion dans la tête de votre dirigeant Macron et qu'il continue sur son chemin. Vous allez être humiliés. La France, on va vous humilier. Par tous les moyens, vous serez humiliés. Vous ne serez pas épargnés. On ne vous laissera pas. On va vous liquider. Les mirages que vous avez au Niger, là, vous croyez que ça nous effraie? Les mirages que vous avez au Tchad, là, il appartient à Dibi. À Kaka Dibi. S'il veut nous soutenir, il interdit, comme il a déjà interdit l'utilisation de son espace aérien, vos mirages qui sont au Tchad seront bloqués là-bas. Maintenant, si vos mirages là peuvent survoler, quitter en Côte d'Ivoire, faire le grand tour là, et puis venir au Niger, le temps d'arriver au Niger là, nous on sait déjà qu'ils ont décollé, on les attend. Donc, il n'y a pas l'effet de surprise. C'est quand tu décolles d'un point A à un point B que rapidement tu décolles. C'est pourquoi les Américains, ils ont des bateaux de guerre, des porte-avions. Ils s'approchent de la cible. Donc, dès qu'ils décollent
dès qu'ils décollent, ils ne donnent pas le temps à la cible. Il faut que rapidement, ils interviennent. Parce que s'ils rentrent dans l'espace aérien automatiquement, les systèmes de défense anti-aérien vont s'activer. On vous attend. Le message est clair. Macron, on vous attend. Détrompez-vous. Le Liptako Gourmand, ce n'est pas la Libye. Détrompez-vous. Ce ne sera jamais la Libye. Le complexe d'infériorité, nous l'avons combattu, nous l'avons tué. Nous avons amené nos parents, et j'ai fait un travail à ce niveau, avec tous ceux qui travaillent dans ce cadre. Tous ceux qui ont commencé avant moi, tous ceux qui le font pendant que je le fais, tous ceux qui sont après moi. On a détruit en nous le complexe d'infériorité. C'est ce complexe-là qui empêchait nos présidents de réagir. Ils se disent, si je réagis, qu'est-ce qui va se passer? Si je réagis, qu'est-ce qui va se faire? Nous ne connaîtrons pas ça. Puisque c'est une violation de notre souveraineté, de notre espace aérien, on va vous abattre. Et tout ce que vous avez positionné sur notre territoire, on va les liquider comme des cailloux, comme des moutons. Vous voulez nous attaquer pour la simple et bonne raison que nous avons démis de ses fonctions un voleur, un criminel, un partenaire d'un terroriste. Il a dit lui-même, il a reconnu lui-même, ce sont mes partenaires. Le général Tiani l'a dit, comme un président de la République, chef suprême des armées, peut dire aux responsables de la garde présidentielle, les terroristes sont mes partenaires. Comment un président peut être partenaire avec des terroristes qui tuent son armée, qui tuent son peuple? Et vous voulez nous faire la morale là, que c'est un président qui est démocratiquement. Donc, ton histoire est démocratiquement élue, là, on comprend. C'est vraiment ton partenaire dans le crime. Bazoum est le partenaire de Macron dans le crime. Bazoum était le partenaire de Macron pour déstabiliser le Sahel. Bazoum était un voyou, un criminel qui a été mis aux arrêts. Et il sera jugé conformément à la loi, en ce qui le concerne. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye bis. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintées d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudées de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agitent comme des fauves autour de leur proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Le Burkina Faso condamne fermement cette manœuvre sordide qui relève de pratiques moyenâgeuses. Cela ne peut évidemment se faire que par des esprits en perte de valeurs essentielles pour toute vie harmonieuse en société. De ce fait, nous renchérissons pour dire que l'ONU ne doit en aucun cas être un instrument dans les mains d'un quelconque pays. Les leaders panafricanistes qui se sont battus pour l'unité africaine, nos grands-parents qui sont tombés dignement sous les balles assassines des colons, les dignes fils africains qui se sont sacrifiés pour l'honneur sur le continent et qui ont lutté férocement contre la traite négrière et le néocolonialisme ont eu leur sommeil de guerriers perturbés pour avoir entendu qu'une poignée d'enfants égarés de l'Afrique tiennent le Niger, telle une boule de coton, à l'envahisseur afin qu'il y mette le feu. Oui, cher continent africain, une poignée de tes enfants a décidé de t'humilier et de te vilipender à travers le mensonge éhonté d'État, en commençant par le Niger. Par conséquent, je lance une poignée d'enfants égarés. Quand je dis le petit Ouattara, vous vous fâchez souvent. Certains se fâchent. Quand je dis le petit Ouattara, voilà le ministre enfant égaré. Vous voyez, ce n'est pas Keïta. Je vous le dis, ne détestez pas le messager, mais comprenez le sens profond du message. J'ai dit, ce monsieur-là, je me suis retrouvé dedans. C'est comme si lui et moi, on s'est mis d'accord et puis il a rédigé le discours qu'il est en train de lire. C'est mon esprit qui est en train de parler à l'ONU aujourd'hui. Dieu, à travers ce monsieur-là,
utilise mon esprit à l'ONU. Je le dis et j'en suis fier. C'est Keïta Oumar que vous voyez. C'est l'esprit de Cheikh Oumar Keïta qui parle aujourd'hui aux Nations Unies. C'est l'esprit. Je ne suis pas, mon esprit y est. Par la grâce et la gloire de Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, il parle au nom du Burkina et du Liptako Gourma, mais c'est l'esprit de Cheikh Oumar Keïta que vous entendez parler aux Nations Unies. C'est mon esprit qui parle et ces propos-là sortent de mon esprit. J'ai déjà marqué mon temps, j'ai déjà marqué ma vie, même si Dieu m'appelle dans sa gloire, je suis un homme accompli, je suis un homme béni. Parce que personne ne peut m'écouter, écouter ce message et ne pas faire la jonction entre les deux. Personne ne peut prétendre me connaître, m'écouter, me suivre et ne pas se retrouver ou ne pas retrouver Cheikh Oumar Keïta dans les propos du ministre burkinabé. Je rends gloire à Allah parce qu'il a fait pour moi ce que beaucoup de gens ont cherché et n'ont pas eu. C'est pourquoi je dis laissez les enfants se masturber. Le baobab, il est assis. Je suis le baobab, je suis assis. C'est Dieu lui-même qui a enraciné mes racines profondément dans certains esprits. C'est pourquoi je vous ai dit, n'écoutez pas ce discours-là avec l'émotion. Moi, je ne l'écoute pas avec l'émotion, je l'écoute avec l'esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est mon esprit qui parle aux Nations Unies. C'est Dieu qui a fait ça pour moi. Aucun être au monde ne peut dire qu'il est responsable de quoi. Il n'y a pas une école pour ça. Personne au monde ne peut vous donner ça, si ce n'est pas Dieu lui-même. Quand on vous dit, quand on parle au nom de Dieu, je vous en prie, détestez-moi autant que vous voulez, mais Dieu établira toujours cette vérité indéniable que je parle à son nom. La preuve vivante, la voilà. Je ne suis qu'un messager. Ne détestez pas le messager, mais comprenez le message. On continue. Appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérian, ghanéen, tchadien, ivoirien, comorien, bissau-guinéen et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger. Tout à l'heure, je vous ai dit que je souhaite qu'il y ait un coup d'État partout pour que l'Afrique soit libre. Quand je vous dis que ce monsieur parle dans l'esprit de Keïta, détrompez-vous, c'est la vérité absolue. Il a invité un certain nombre de peuples de l'Afrique de l'Ouest. Il a dit, mobilisez-vous pour éviter. Donc, vous qui êtes encore sous l'emprise de vos présidents, vous pouvez les déchoir, vous pouvez les saisir, vous pouvez les démettre de leurs fonctions et rétablir l'ordre véritable souverain et ayez votre souveraineté. Il les invite ici à un renversement de régime. C'est l'esprit qui parle. C'est deux esprits. Je vous ai dit, c'est l'esprit qui parle. Il les invite, comme je l'ai toujours dit. Donc, ne dites pas que Keïta aime ça. Voilà, ici, il vient de parler. Il vient d'inviter les différents peuples à renverser les régimes. Renverser les régimes qui n'en valent pas la peine. Démettez les présidents qui sont indignes pour que l'Afrique soit libre, pour qu'on soit véritablement souverain. Les présidents comme Ouattara doivent être démis de leurs fonctions. Mais comme les Ivoiriens n'ont pas encore fini de regarder les Emma Loès qui viennent les blaguer avec Bachelor, ils sont en train de rêver. Vous rêvez d'une vie que vous n'aurez jamais. Elle-même, elle vous fait rêver d'une vie alors qu'elle est malheureuse chez elle à la maison. Moi, je dis à Emma Loès, au lieu de dire tu as fait Bachelor, tu vas mettre femme et garçon encore se marier là. Toi, mais il faut te marier d'abord. Envoyez mon message à Emma Loès. Ok, tu as lui dit, elle n'a qu'à se marier d'abord. Hein? C'est pas elle qui fait Bachelor là. Elle n'a qu'à se marier d'abord. Et vous, les Ivoiriens, on vous a tellement compris, on vous a embrigadé avec ces émissions futiles, avec ces inutilités là, avec ces émissions médiocres qui appauvrissent. Ils sont en train de vous appauvrir l'intelligence. La prise de conscience n'aura jamais lieu tant que vous vivez dans le rêve d'Emma Loès à travers Bachelor. Vous ne serez jamais des Bachelor. Vous n'allez jamais vivre dans les hôtels de luxe où on loge ces gens-là. C'est une perfidie.
C'est une manigance, c'est une manipulation pour appauvrir votre esprit. Pour vous empêcher de vous poser des bonnes questions sur la gouvernance de Ouattara. Quand je dis que Ouattara a maîtrisé la communication en Côte d'Ivoire, voilà, Emma Loé, c'est un exemple. Elle a toujours travaillé avec Père Assonab et Ahmed Bakayoko. Mais elle a été récupérée par certains tassis du régime de Ouattara. Tout ce qu'elle fait, vous croyez qu'Emma travaille comme ça, avec sa grande gueule qu'elle fait? Non, elle est soutenue et financée clandestinement. Je ne dirai pas par qui, mais elle sait de quoi je parle, je m'arrête là. Elle sait qu'elle n'est pas innocente. Elle joue un rôle dans la caporalisation de l'esprit de la jeunesse ivoirienne. À travers ces mensonges éhontés, pour qu'une femme vienne parler de mariage, elle-même elle n'a qu'à te marier d'abord. C'est là, jeune Ivoirien, vous devez vous réveiller. Que Emma Loès se réveille d'abord. Que Emma Loès soit mariée d'abord. Qu'elle arrête de tromper le monde. Quand elle a arrêté de faire ça maintenant. Sinon avant, elle s'amusait à se filmer le matin à la maison sans les maquillages. Mais je vous jure que quand vous la regardez sans maquillage, vous vous posez la question, papa, est-ce que c'est la même personne? Mais 2 heures après, quand elle va faire maquillage, vous vous dites, waouh, voilà un ange qui est tombé du ciel. Son visage est catastrophique. Sans les maquillages, sans les artifices. Et la même chose avec Emmanuel Keïta, qui abuse tellement de l'alcool qu'elle est en train de vieillir alors que c'est une petite fille. Elle a tellement abusé des choses qu'elle est en train de vieillir à un rythme accéléré. Je ne sais pas si les Ivoiriens se rendent compte, mais Emmanuel Keïta est en train de vieillir trop vite. Beaucoup trop vite d'ailleurs pour son âge. Elle a une maladie, je ne sais pas. C'est les trucs qu'elle utilise, c'est l'alcool, je ne sais pas. Alors donc, voilà la réalité. On demande aux États africains de la CEDEAO d'assumer pleinement leurs responsabilités. Vous êtes souverain. Si vous vous asseyez et vous regardez la France manigancée avec un criminel comme Ouattara, un sanguinaire comme Macky, une merde comme Talon, vous serez complice devant l'histoire et vous serez complice devant la justice divine. Parce que Dieu, il va vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ce qui est arrivé au Niger? Mais je peux vous rassurer que tous ceux qui vont venir pour intervenir au Niger ne retourneront pas chez eux. Ça au moins je peux vous le dire. Aucun soldat ivoirien ne retournera chez lui. Aucun soldat sénégalais ne retournera chez lui. Donc quand vous quittez chez vous, là, assurez-vous que vous avez déjà donné l'argent qu'il faut pour prendre soin de vos familles. Dans tous les cas, quand vous allez mourir, là, quelqu'un devra prendre votre femme. Eh, c'est ça. Vous mourrez, vous laissez, parce que vous les militaires, là, vous aimez les belles femmes, non? Avec des rondeurs, non? Vous mourrez, quelqu'un va prendre. Ne croyez pas que vous avez eu 2, 3, 4, 5 enfants. Il y a des gens qui s'en fichent de ça. Même 6 enfants, ils vont prendre votre femme. Donc, vous allez mourir pour laisser votre beauté à quelqu'un d'autre. Réfléchissez un peu à ça. Et ce gars-là, s'il n'est pas content de vos enfants ne mangeront pas. S'il est énervé, il ne paye pas la scolarité de vos enfants. Et vous croyez que les 60 millions, là, ça pourra assurer l'avenir de vos enfants? Mais les 60 millions, là, la femme, là, elle va prendre, elle va mettre tout dedans, dans sa beauté. Parce qu'elle sait que vous allez mourir. Donc l'argent que vous allez laisser là, petit soldat minable qui ne comprenait rien là, l'argent que vous allez laisser là, elle va prendre l'argent là pour aller se maquiller avec. Elle va prendre l'argent là pour s'habiller. Elle va prendre l'argent là pour attirer autre garçon sur elle. Pendant que tu es en train de te battre là, elle sait que tu ne vas pas revenir. Elle est en train de chercher déjà sa porte de sortie avec l'argent que tu l'as laissé. Est-ce qu'on doit la condamner? Non. Femme de militaire, si vous donnez l'argent et puis ils vont au Niger, là, je vous dis, vos maris là ne vont pas retourner. Donc prenez l'argent là et puis commencez à vous rendre belle pour attirer autre garçon. Parce qu'ils vont mourir. Ils ne vont pas retourner. C'est la vérité. Je ne suis pas sadique, je suis réaliste. Et c'est une réalité qu'on doit devoir dire. Pourquoi ils vont venir nous attaquer? Et puis vous voulez que je leur dise, venez nous tuer et puis retourner auprès de vos femmes. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Venez nous tuer et puis retourner auprès de vos femmes. Pourquoi je vais dire ça? Vous venez, vous restez. Vous venez, vous ne retournerez pas. Pour ceux qui seront pris prisonniers là, comme on n'a pas l'argent, on est pauvres là, on va vous envoyer travaux forcés dans le Sahel, dans le désert. C'est là que vous allez comprendre votre erreur. Les survivants qu'on va envoyer dans le désert à Taoudeni là, pour aller travailler dans les mines de sel là, c'est là que vous allez comprendre. Ah oui, il y a mine de sel ici à Taoudeni. Pendant que quelqu'un est en train de s'amuser avec votre femme et l'argent que vous avez laissé là, maltraiter vos enfants là, vous serez en train de casser les cailloux dans les mines de sel de Taoudeni. Donc réfléchissez bien avant de répondre à Ouattara.
Réfléchissez bien avant de... Vous avez la grande gueule. Vous croyez que vous allez venir trouver des gens qui ne sont pas aguerris? Vous croyez que vous allez trouver des gens qui ne sont pas prêts à vous attendre? Vous croyez que ça s'est passé comme en Libye? Vous croyez que ça s'est passé comme en Irak au début, avant de capoter pour les Américains? Vous croyez réellement, quand Bachar al-Assad a commencé à prendre sa responsabilité, quand Bachar al-Assad a commencé à dire non, quand les Russes sont rentrés dans la danse, vous avez vu ce qui s'est passé. Les Américains ont fui. Moi, d'ici là, on vous invite ce soir, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. On va développer en long et en large un certain nombre de points. On va faire le point de l'actualité de la semaine ce soir, ne le manquez pas. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma page Le Grand Regard. Je ne sais pas le grand direct, le Grand Regard de Cheikh Oumar Keïta. C'est la nouvelle page qu'on a créée. Allez vous abonner massivement. Le compte c'est Keïta Cheikh. Allez faire les demandes d'amitié pour que je les valide. À 5000 déjà c'est fini. Donc vous allez là-bas, on va commencer de temps en temps, je vais faire des petits directs là-bas. Le grand direct de ce soir, on va faire un ramassis de tout ce que nous avons dit. Merci aux uns, merci aux autres. C'est l'heure de la prière, le musicien est en train d'appeler pour la prière. Donc il faut que les uns et les autres puissent trouver le temps d'aller prendre les ablutions et puis d'aller dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ici là, passez une bonne soirée. À tout à l'heure, à ce soir. Merci beaucoup.